Dans cette section, nous allons voir comment la méthode des éléments finis peut être généralisée en 2D et en 3D. L'idée ici, ça ne va pas être nécessairement de vous donner tout le détail de la généralisation parce que les calculs peuvent devenir assez lourds, mais vraiment de vous donner les idées de base derrière en fait comment cette méthode-ci peut être généralisée à plusieurs dimensions. On va voir en fait que tous les principes qu'on a vus vont s'appliquer directement en 2D et en 3D. Donc, les premières étapes vont être générales, peu importe la dimension du problème. Donc, on va multiplier par une fonction test et calculer la forme intégrale forte de notre problème en intégrant sur le domaine. On va ensuite abaisser l'ordre d'intégration si c'est nécessaire en passant à la forme faible. Donc, on peut généraliser la méthode des éléments finis en définissant un maillage d'un domaine quelconque en 2D ou en 3D. Donc, en 1D, on avait des segments. On va voir qu'en 2D et en 3D, de recouvrir oméga avec des éléments, ça va être plus complexe. Donc, ensuite, si on définit notre interpolation sur chacun des éléments 2D ou 3D, donc par exemple, on va voir ça va être des triangles ou des quadrilatères ou des tétraèdres en 3D par exemple, de notre maillage, on va pouvoir appliquer la même procédure qu'on a vue préalablement, c'est juste qu'elle va avoir davantage de dimensions. Donc, on va pouvoir calculer les fonctions d'interpolation ainsi que leurs gradients. On va pouvoir intégrer l'équation sur chaque élément individuel et l'assembler dans une matrice globale. Et finalement, on va être en mesure de résoudre le système matriciel qui va résulter de ça. Donc, l'idée derrière la méthode des éléments finis en plusieurs dimensions reste inchangée, c'est juste que la mise en application demeure vraiment plus complexe. Donc, déjà la notion d'élément, qu'est-ce qui se passe en plusieurs dimensions? Bien, en 1D, c'était assez facile en fait, parce qu'on discrétisait notre domaine avec des segments. Donc, j'avais oméga 1, oméga 2, oméga 3, qui étaient tous des segments, et l'union de ces omégas-là faisait mon domaine oméga. En 2D, on a plusieurs choix, en fait, parce qu'on n'a pas seulement une primitive qui nous permet un type d'élément ou une primitive qui nous permet de recouvrir oméga. On peut travailler souvent soit avec des triangles, ce qui est le plus commun, ou avec des quadrilatères, ce qui est un petit peu moins commun, mais ce qui, des fois, est plus précis. Donc, quand on a des triangles, le triangle, c'est ce qu'on appelle le simplex, c'est la géométrie en 2D ou le polygone en 2D qui a le moins de nœuds possible et qui peut recouvrir, en fait, le plus facilement possible un domaine oméga. En 3D, le spectre des primitives qu'on va utiliser en élément fini est beaucoup plus large. Donc, on va avoir des tétraèdres, des pyramides, des prismes et des hexaèdres. Donc, généralement, encore une fois, il existe encore un élément simplex en 3D. L'élément simplex, c'est le tétraèdre, celui qui a le moins de nœuds. Dans le fond, l'élément qui a le moins de nœuds qui permet de former un polyèdre en 3D, ça va être le tétraèdre. Donc, on va en parler un peu par la suite. Ça va être beaucoup plus facile de générer des maillages avec des primitives qui sont simplex, donc par exemple des triangles ou des tétraèdres, qu'avec des quadrilatères ou des hexaèdres, par exemple. Donc généralement, en fait, la plupart des logiciels éléments finis vont à quelque part employer des triangles ou des tétraèdres pour arriver à mailler des géométries qui sont complexes. Donc, en 2D, on peut générer un maillage assez facilement pour des géométries complexes à l'aide d'une triangulation. Par exemple, une triangulation de Delaunay. Ceci, ça va générer un ensemble de triangles qui va recouvrir le domaine. Donc, le domaine ne va pas être parfaitement recouvert, notamment quand il y a des courbures. Si on recouvre avec des triangles classiques, linéaires, ben en fait, on aura toujours une approximation avec des lignes droites, disons, de la frontière. Donc, ça, c'est la manière la plus simple, je dirais, de générer un maillage. Mais on peut aussi utiliser, par exemple, des quadrilatères. Donc, en 2D, c'est assez facile de mailler avec des quadrilatères. Puis, les quadrilatères, c'est particulièrement utile dans certains domaines, notamment la mécanique des fluides, lorsqu'on fait face à des couches limites, ou bien à la mécanique des solides, parce que l'interpolation sur des éléments quadrilatéraux est beaucoup plus riche, en fait, beaucoup plus isotrope que sur des éléments triangulaires. Donc, les quadrilatères vont souvent nous amener à moins arriver à voir notre maillage dans notre résultat. Mais dans l'ensemble, en 2D, on peut mailler de manière équivalente là, avec des triangles, avec des quadrilatères. Il y a des algorithmes généraux qui permettent de recouvrir un domaine avec des quadrilatères, comme il y a la même chose pour des triangles. En 3D, ça se complique. Donc, les maillages en 3D utilisent souvent des tétraèdres pour mailler un volume quelconque. Donc, c'est le seul type d'élément avec lequel on peut toujours mailler automatiquement une géométrie en 3D. On peut avoir des maillages hybrides où il y aurait certaines sections avec des hexaèdres et d'autres avec des tétraèdres. Mais de manière générale, là, plus la géométrie est compliquée, plus on doit souvent se rabattre en fait sur l'usage de tétraèdres. C'est aussi possible de faire des maillages hexaédraux. Puis souvent, ils vont mener à des meilleurs résultats dans certaines physiques, notamment ce qui est mécanique des fluides, mécanique des solides. Par contre, de générer un maillage non structuré automatiquement pour une géométrie complexe à l'aide d'éléments hexaédriques, c'est extrêmement difficile. Là. C'est un problème de recherche encore de nos jours. Puis il n'y a pas de méthode, disons, robuste là, pour partir d'une géométrie quelconque puis générer un maillage purement hexaédrique.
Donc ça, c'est un problème de recherche d'actualité. Et c'est pour ça que la plupart des logiciels éléments finis vont a priori là, fonctionner avec des tétraèdres et ou des triangles. En 2D, c'est moins pire. Faire des quads ou travailler avec des quadrilatères, c'est toujours possible. C'est toujours possible de mailler. Mais en 3D, en fait, c'est très difficile de bien mailler avec des hexaèdres. Donc souvent, les logiciels vont employer des tétraèdres comme éléments. Donc, un des problèmes qui apparaît quand on est en 2D ainsi qu'en 3D, c'est qu'il n'y a plus de lien évident entre le numéro d'un élément, oméga i, et les nœuds qui lui appartiennent. Donc, ça va nous prendre pour ça une structure qu'on va appeler la table de connectivité. Donc, la table de connectivité, qu'est-ce qu'elle va faire? C'est qu'elle va attribuer à un numéro d'éléments, dans le fond, elle va attribuer quels sont les numéros des nœuds qui constituent cet élément-là. Donc, par exemple, pour l'élément 2 que je viens d'encercler, cet élément-là, il est construit à partir des nœuds 6, 7 et 8. Donc, on va savoir que quand on va être en train de réaliser l'intégrale élémentaire sur l'élément oméga 2, ben, il va falloir employer les fonctions d'interpolation et les valeurs nodales associées aux nœuds 6, 7 et 8. De la même manière, si on a l'élément 4, ben, l'élément 4, il est construit... Donc, laissez-moi juste nettoyer. L'élément 4, il va être construit avec les nœuds 0, 10 et 8. Donc, ça, c'est une source de complexité additionnelle, non pas d'un point de vue mathématique, là, mais surtout d'un point de vue algorithmique, en fait. Parce que dans le fond, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va parcourir les éléments, puis pour chaque élément, il va falloir regarder dans la table de connectivité pour savoir quels sont les nœuds qui nous intéressent, puis une fois qu'on aura établi quels sont les nœuds qui nous intéressent, bien là, on pourra faire l'assemblage de la matrice élémentaire. Donc ça, il y a vraiment cette difficulté-là là, inhérente avec l'usage du 2D ou du 3D lorsqu'on travaille avec des maillages qui sont non structurés. Le fait que quand on est dans un élément, oméga i, on ne sait pas nécessairement, on ne peut pas déduire trivialement quels sont les numéros des nœuds qui lui appartiennent. Donc ça nous prend une structure de données pour établir ça. Donc ça, si on travaille avec des éléments qui ont la même taille, donc par exemple juste des triangles, c'est assez facile à établir par exemple en MATLAB parce que ce serait une matrice avec 4 colonnes où chaque ligne aurait comme première colonne le numéro de l'élément, puis les 3 colonnes subséquentes seraient, par exemple, le numéro des nœuds 0, 1 et 2. Donc, ça, ce serait une manière de numéroter là, les éléments à l'aide d'une structure qui serait une table de connectivité. Mais par contre, il faut comprendre que cette table de connectivité-là, elle est un peu plus complexe quand on a des éléments mixtes. Comme si on avait un quadrilatère et un triangle dans le même problème. Puis là, la structure de données à prendre en compte est plus complexe parce que certains éléments auraient 3 nœuds et certains éléments auraient 4 nœuds. Donc, les subtilités interviennent vite dans la méthode des éléments finis et viennent souvent, en fait, beaucoup plus compliquer l'implémentation que notre compréhension de la matière. Puis c'est pour ça, généralement, que quand on fait les passages au 2D ou au 3D, on recommande souvent d'employer des logiciels existants parce que ce genre de structure de données-là, en fait, c'est assez complexe à programmer. On peut facilement se casser les dents là, parce qu'il y a beaucoup de données complexes à gérer en même temps. Donc, l'autre chose qui va changer, c'est l'interpolation. Donc, l'interpolation dans des éléments 2D ou 3D, elle est plus complexe. Pour l'effectuer, on va toujours passer de l'élément du maillage à un élément de référence. De la même manière que ce qu'on a vu dans la section sur l'interpolation en 2D avec des polynômes de Lagrange continus par morceaux. Donc, on passe du triangle élémentaire, du triangle dans le domaine, au triangle de référence. Puis, on va avoir nos 3 polynômes d'interpolation qui vont être définis dans ce triangle de référence-là. Donc, après ça, on peut faire les interpolations dans le triangle de référence. Qu'est-ce qui va être un peu complexe, en fait, c'est qu'on va devoir réaliser les intégrales dans le triangle de référence, puis se servir de la transformation, de la jacobienne de la transformation, pour réaliser l'intégrale dans l'élément de référence et la ramener dans le domaine réel. Donc, je vous ai rappelé ici là, les notions de base pour le changement de base de l'élément réel à l'élément de référence, qui nous donne en fait le changement de variable, là, comment est-ce qu'on peut définir x, y à partir des valeurs nodales des positions, ainsi que des fonctions d'interpolation. Donc, comme on est en plusieurs dimensions spatiales, la forme faible va aussi être affectée, en fait. Qu'est-ce qui va être affecté? Ça va être beaucoup notre emploi de l'intégrale par partie qui va faire intervenir ici le théorème de Green. Donc, je vous rappelle, on a la forme forte suivante, ici, qui, dans le fond, résultait de notre problème de chaleur.
de la chaleur, ben quand on fait l'intégrale par partie, en fait, ici, j'ai plus une intégrale, en 2D, j'ai plus une intégrale simple, mais j'ai une intégrale double, donc j'intègre sur une surface. Donc, en fait, quand je vais faire mon intégrale par partie, je vais plus me retrouver avec des valeurs aux bornes, mais je vais me retrouver avec une intégrale sur un contour. Et c'est ce qui se produit ici. Donc, mon intégrale double de ma forme forte, une fois que j'applique mon théorème de Green, je vais retrouver une intégrale sur le contour qui va faire intervenir, dans le fond, ici, à nouveau, le produit entre le gradient de ma fonction d'interpolation puis le vecteur normal. Puis ça, en fait, on va pouvoir relier ça plus tard au flux de chaleur. Puis ici, je vais retrouver ma forme faible. Donc, ma forme faible, elle est inchangée. En fait, tout mon terme de droite constitue ma forme faible. Donc, mon terme volumétrique est inchangé. Là, ça fait quand même apparaître le gradient de la même manière. Mais qu'est-ce qui change ici, c'est que mon terme sur le contour est vraiment une intégrale sur le contour. Mais si on a des conditions de Dirichlet qu'on impose, on va encore choisir une fonction test qui s'annule sur le bord et ce terme-là va disparaître quand on a une condition de Dirichlet. Donc, qu'est-ce qui est important de comprendre ici, c'est que aussi les gradients de phi vont avoir la même dimension que notre nombre de dimensions spatiales. Donc en 1D, le gradient de phi, c'était juste par exemple d phi i dx. Mais ici, le gradient de phi, ça va être un vecteur qui va être construit à partir de d phi i dx et d phi i dy. Donc le calcul ici devient quand même beaucoup plus complexe parce que ici, on n'a pas juste l'intégrale du produit entre deux dérivés à calculer, mais bien du produit scalaire entre deux vecteurs ici, qui sont grade de phi i et grade de phi j. Donc, on a besoin des fonctions d'interpolation, phi j, mais on va avoir aussi besoin de leur gradient. Et aussi, comme on va être en train d'intégrer dans des éléments de référence, il va falloir faire le changement de variable approprié pour ramener ce gradient-là dans l'espace physique. Donc, il y a quand même beaucoup de complexité mathématique du fait qu'on augmente la dimensionnalité du problème, notamment par rapport à la gestion des gradients. Donc, je vous ai parlé aussi que les maillages seraient non structurés et qu'on n'avait pas vraiment de numérotation triviale à déduire à partir du numéro des éléments. Donc, le concept d'effectuer les intégrales sur chaque élément pris un à un, il va demeurer vital en 2D et en 3D, mais l'étape d'assemblage va être encore plus importante. Parce que, dans le fond, comme on ne sait pas nécessairement a priori à quel numéro d'élément correspond quel numéro de nœud, on va devoir, dans le fond, bâtir des matrices élémentaires et venir assembler notre matrice globale étape par étape, comme on le faisait en 1D. Mais ici, en fait, on va se retrouver à placer nos informations dans notre matrice à des endroits vraiment qui peuvent varier immensément. Donc, par exemple, ça se peut que notre élément 1 fasse intervenir le nœud 17. Donc, on vient de remplir la ligne 17 et la colonne 17, par exemple. Donc, tout ça va avoir un rôle plus important en 2D et en 3D. Et le caractère creux de la matrice, surtout, en fait, peu importe, là, surtout qu'on soit structuré ou non structuré, là, mais le caractère creux de la matrice va devenir de plus en plus important, en fait, parce qu'il y a seulement vraiment certaines cases de la matrice qu'on va venir remplir et assembler. Donc, un résumé de la méthode. Dans la méthode des éléments finis, on formule toujours le problème sous la forme d'intégrale forte en multipliant par une fonction test et en intégrant sur le domaine. Si nécessaire, on abaisse l'ordre d'intégration en faisant l'intégration par partie. Donc ici, on va employer le théorème de Green, qu'on est en 2D ou en 3D. Ça va être notamment le cas pour les opérateurs de type Laplacien. À l'aide des fonctions d'interpolation, de leur gradient et du passage à l'élément de référence, on va pouvoir construire des matrices et des second membres locaux en intégrant sur chaque élément. Puis ces matrices et ces second membres locaux-là seront assemblés dans une matrice globale et un second membre global. Après ça, la résolution de la matrice globale va nous donner les inconnus, les poids de notre interpolation qui vont définir notre champ d'intérêt sur notre maillage. Donc ça, c'est vraiment le principe même, la méthode des éléments finis, et ça reste inchangé qu'on soit en 1D, 2D ou 3D. C'est juste que l'implémentation de l'intégration élémentaire va être extrêmement plus complexe en 2D et en 3D, puis c'est pour cette raison qu'on ne passera pas beaucoup de temps sur cet aspect-là. Quelques avantages et inconvénients de la méthode des éléments finis. Il y a beaucoup d'avantages, puis elle a beaucoup de bonnes capacités, cette méthode-là. Elle permet de simuler des géométries complexes en 2D et en 3D. Elle a un cadre théorique extrêmement bien établi qu'on a à peine effleuré dans le cadre de ce cours-ci. Elle peut résoudre la quasi-totalité des équations aux dérivées partielles aussi. Elle a quelques inconvénients. Elle est complexe à mettre en œuvre. Un peu en 1D, c'est pas facile, mais en 2D et en 3D, c'est extrêmement difficile. Puis la génération d'un bon maillage pour une géométrie complexe peut être une tâche qui est particulièrement ardue. Donc, en fait, mailler une pièce industrielle pour résoudre un problème structurel ou de chaleur dessus, c'est vraiment un art en soi, là, puis
Ça peut prendre vraiment beaucoup d'efforts. Bonne continuation!